Togo. Un mot que nous prononçons tous les jours. Un mot qui figure sur nos passeports, nos cartes d'identité et sur la carte du monde. Mais au fond, savons-nous vraiment d'où vient ce nom? Qui l'a choisi? Que signifiait-il à l'origine? Et surtout, représentait-il réellement l'ensemble des peuples qui vivent sur ce territoire? Derrière ces 4 lettres se cache une histoire politique, culturelle et coloniale. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir. Tu pensais sûrement que le nom Togo était juste un nom au hasard? Eh ben non. C'est la résultante de 3 transitions significatives. Et ça, tu savais pas. À la base, c'était le nom d'un village. Petit, discret, posé au bord de la mer comme un vacancier en sandales. Le mot Togo vient de la langue Ewe. To qui veut dire rivière et Godo qui veut dire de l'autre côté. Conclusion, Togodo signifie tout simplement de l'autre côté de la rive. En 1884, les Allemands débarquent, trouvent le nom mignon et décident carrément d'appeler tout leur protectorat Togoland. Ils ont demandé à savoir comment ça s'appelle ici. Togo? Ok, on garde. Résultat, un petit village a donné son nom à un territoire. En 1916, les Français prennent une moitié, Togo français, et les Britanniques prennent l'autre, Togo britannique. Et comme d'habitude, ils divisent, ils découpent. Mais le nom Togo colle à la peau comme de la sueur en saison sèche. Finalement, la partie française garde ce nom et devient la République du Togo en 1960 avec son indépendance. Le village peut être fier, il a donné son nom à une nation entière. Comme quoi, même le plus petit village peut avoir un destin présidentiel. Bienvenue dans Grow Talks, l'espace où nous prenons le temps de comprendre l'histoire, l'économie et les réalités profondes de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons explorer une question simple en apparence, mais qui soulève des enjeux historiques majeurs. D'où vient le nom Togo? On sait qu'en 1984, l'Allemagne officialise ce nom lorsque le territoire devient un protectorat allemand. Mais ce nom existait-il déjà avant l'arrivée des Européens? Que signifie-t-il réellement dans sa langue d'origine? Et peut-on dire qu'un nom issu d'une ère culturelle spécifique peut représenter toute la diversité d'un pays? Avec le temps, un nom inscrit dans un contexte colonial peut-il devenir un symbole pleinement réapproprié par les citoyens? Pour analyser ces questions, nous recevons aujourd'hui un spécialiste de l'histoire ouest-africaine, le docteur Maman, historien et chercheur qui va nous aider à remonter aux origines de ce mot devenu l'identité d'une nation. Docteur Maman, bienvenue. Merci, bonjour cher ami. Bonjour. Historiquement, d'où vient précisément le nom Togo et que signifie-t-il dans sa langue d'origine? En fait, pour saisir le sens du nom Togo que porte notre pays, il faut retourner à la première rencontre que le colonisateur Gustave Nachtigal a eue avec les populations du Bas-Togo. En fait, on situe la naissance du Togo à cette date. C'est-à-dire que historiquement, le Togo est né le 5 juillet 1884 et à travers la signature du traité de protectorat entre le roi Mlapa de Togoville, représenté sur le lieu par Plakou, et le navigateur explorateur allemand Gustave Nachtigal. Alors, quand Gustave Nachtigal était en train de passer, en fait, il faut aussi retourner en arrière pour préciser que Gustave Nachtigal, c'est un explorateur. Les explorateurs, c'est ceux qui sont venus circuler dans le continent pour relever les différentes ressources que regorge le continent, pour aller faire un compte-rendu à leurs commanditaires. Et c'est eux maintenant qui vont maintenant se lever pour chercher les colonisateurs, pour venir coloniser, suite au rapport qui a été fait par les explorateurs. Donc Nachtigal n'était pas mandaté pour venir au Togo, il allait en Égypte. Et quand il allait, il a entendu un cri d'appel de la part des populations situées sur la côte pour venir les protéger. D'où le nom traité de protectorat. Comprenez un peu. Pourquoi était-il nécessaire
pour les populations de la côte d'être protégées. Donc nous allons encore retourner dans l'histoire. À l'origine, les Occidentaux, bien les colonisateurs, se sont basés sur un principe qu'on appelle le principe de l'Interland. L'Interland en anglais, ça veut dire les terres de l'intérieur. Pour conquérir un espace, selon un principe signé à la conférence de Berlin, il faut que toute puissance installée sur la côte, d'abord, fait repousser les frontières de ses conquêtes vers l'intérieur. Et celle-ci, si elle rencontre les frontières d'une autre puissance, elle ne doit plus avancer vers là. Et si elle rencontre une frontière naturelle, ça dit qu'un grand cours d'eau ou des montagnes infranchissables, là ça constitue une limite naturelle. Et le pays, le colonisateur conquérant, continue par conquérir son espace. Donc, tous les colonisateurs qui sont arrivés, ils ont toujours trouvé un nom local qu'ils ont pris pour désigner les habitants du territoire qu'ils ont conquis. Sur cette base, Gustav Nachtigal reçut un appel de la part des commerçants occidentaux installés sur la côte parce qu'ils étaient menacés. Il y avait une double menace. Menace du côté est et menace du côté ouest. Du côté est, il y avait une lutte, une mésentente entre deux clans d'Anehor, les Lawson et les Adjigo. Chaque clan voulait récupérer les taxes qui étaient prises sur le commerce qui était effectué par les Occidentaux qui étaient sur la côte. Ces Occidentaux achetaient les produits locaux, le copra, les huiles palmistes, les noix palmistes, qu'ils envoyaient en Europe, alors en pleine industrialisation. Donc, ils étaient gênés par cette lutte. Et à l'ouest, il y avait les Britanniques qui étaient en train de conquérir la Gold Coast. Et donc, ils avaient envie, une fois terminé avec les résistants Gold Coastiens, qui va devenir ghanéens plus tard, venir occuper cette bande de terre qui est entre lui, la Grande-Bretagne, et la France qui était au Dahomey. Et hasardement, Gustav Nachtigal va recevoir cet appel des commerçants pour venir les protéger. D'où le nom de traité de protectorat signé le 5 juillet 1884. Donc la date de naissance de l'entité territoriale qu'on appelle Togo a pris corps ce jour. Donc le Togo est né ce jour-là. Cela ne signifie pas que les Togolais sont nés le jour-là. Il y avait les Togolais, mais ils ne s'appelaient pas Togolais. Le jour où ils ont commencé par s'appeler Togolais, ça à partir du 5 juillet 1884. Ce nom Togo provient du fait que le colonisateur ou bien l'exploiteur Nachtigal voulait signer un traité avec un chef dont l'autorité ne serait pas contestée. Sinon, après son départ, une autre puissance peut venir signer avec un roi plus puissant dont l'autorité n'est pas contestée dans la région. Et donc, ce que lui a signé ne devait pas être valide. Si vous voulez signer un traité avec la population, vous cherchez un chef qui a une autorité reconnue dans la région, qui est considéré comme le chef supérieur. Quand vous signez avec lui, c'est fini. Une autre puissance ne peut plus passer pour dire qu'elle va occuper parce que le chef va leur dire « Ah, il y avait telle puissance qui était déjà passée ». Donc dans le cas du Togo, Gustav Nachtigal va signer le traité de protectorat avec le roi Mlapa de Togoville. En ce moment, Togoville ne s'appelait pas Togoville. Togoville était une localité donc, qui est située au-delà d'une colline. D'accord? Et au-delà d'un cours d'eau, la lagune et le lac. On est d'accord? Ça fait qu'il y a deux hypothèses sur l'origine du nom Togo. Il y en a qui disent que c'est à cause de cette colline qu'on appelait cette localité Toago Eto, une colline, voilà, qui est la ville qui est située au-delà de la colline. Il y en a qui disent plutôt que c'est par rapport au cours d'eau et que comme la localité était située au-delà de la rivière Toagodo. Donc il y a deux hypothèses
sur l'appellation de notre Togo. Et donc c'est de là qu'il va appeler le territoire dont il vient de signer le traité de protectorat Togoland, la terre ou le territoire de Togo. Et pour éviter la confusion avec le roi Mlapa de Togoville, on a ajouté ville là-bas, alors que celui-ci prenait land, Togoland. Donc le protectorat allemand s'appelle Togoland et avait une superficie de 90 400 km². Vous connaissez la suite. Après la Première Guerre mondiale, le Togo sera condominium franco-britannique, plus tard territoire sous mandat de la STN et plus tard territoire sous tutelle de l'ONU, toujours dans les deux cas administré par la France, qui va faire que la partie britannique sera rattachée à la Gold Coast en 1956 et c'est le Togo oriental administré par la France que nous allons hériter et que nous appelons aujourd'hui Togo. Lorsque l'Allemagne officialise ce nom en 1984, s'agit-il d'un simple enregistrement administratif ou d'un acte politique structurant? Il faut dire que l'Allemagne n'a pas créé quelque chose de nouveau. Comme je l'ai expliqué, les colonisateurs ou les explorateurs ou les conquérants ne créent pas un nom venant d'eux pour donner aux localités qu'ils ont conquises. Je prends l'exemple du Ghana. Il y avait de l'or que le Ghana exploitait et ça s'appelait la Côte de l'Or. Il y avait des ivoires, beaucoup d'éléphants. En Côte d'Ivoire, on l'appelait Côte d'Ivoire. D'accord? Il y a la Guinée-Conakry. Le Togo, toute l'Afrique occidentale est sur un golfe. En géographie, on appelle golfe un endroit où l'océan s'enfonce dans le continent. Donc on est sur un golfe, on appelle le golfe de Guinée. Il y a des pays qui s'appellent la Guinée-Conakry, la Guinée. Donc c'est un peu ça. La Gambie, c'est un cours d'eau. Donc les Européens, ils prennent ce qu'on appelle des ethnonymes ou les toponymes pour désigner les territoires qu'ils ont conquis. Wow, ça peut prendre un acte. Et cet acte peut prendre l'aspect politique, parce qu'après tout ça désigne un territoire. C'est une entité politique. Ça peut être administratif, parce que administrativement, on va appeler ce pays par rapport à ce nom. Donc je pense que ce soit sur le plan administratif ou politique, le nom se retrouve dans les deux cas. Alors, docteur Maman, peut-on affirmer que ce nom issu d'une ère culturelle spécifique représente l'ensemble de la diversité togolaise? On ne peut pas dire que ce nom représente l'ensemble de la diversité togolaise. Ça ne peut jamais être le cas. Parce que ça, c'est parti d'une localité. On est d'accord? Okay. Mais il faut un nom quand même. Est-ce que cet exercice est facile de trouver un nom dans lequel toutes les diversités se retrouvent? Est-ce que c'est facile? Je ne pense pas. Il faut quand même un nom. Donc, on fait avec. Si nous-mêmes nous trouvons que ce nom n'est pas un facteur de cohésion, parce que nous sommes dans une logique de vivre ensemble, de cohésion, de paix et de concorde. C'est les idéaux que tout Togolais défend. Et ce sont des idéaux qui sont aussi bien imprimés dans les programmes politiques au niveau des autorités. Mais si ensemble, on voit que ce nom, ce n'est pas un facteur d'union, c'est le peuple qui décide. Mais jusque-là, je ne pense pas que c'est le cas. Si nous prenons le Bénin, ça s'appelait le Dahomey, par rapport au royaume de Dahomey. Donc, voilà. Aujourd'hui, ils ont changé. Parce que Benin City, c'est un royaume. Hein? C'est un royaume qui n'est même pas au Bénin. Le royaume a prospéré dans l'actuel Nigeria. Mais le Dahomey a jugé bon suite à la révolution après la révolution de Kérékou. Parce que la révolution de Kérékou avait créé la République populaire du Bénin. Et je pense que ce sont des années 70-80 où il y avait le monopartisme, le parti unique,
le marxisme léniniste et tout ça là, c'était en vogue. Mais depuis les années 90, avec la démocratisation, les Béninois ensemble, ils ont décidé de changer. Ils ont changé. Il y a le Burkina Faso qui s'appelait la Haute Volta. Le cours d'eau, la Volta, c'est un cours d'eau. Et comme le cours d'eau passe, ça passe par Mango, ça rentre au Ghana. Et comme le Burkina Faso est en haut, on dit la Haute Volta. Le Burkina Faso a jugé il se sentirait mieux dans Burkinabé. Et donc le capitaine Thomas Sankara en 87, après avoir fait un coup d'État, il a fait une révolution, il a changé le nom. Le Zaïre s'appelait Congo. Parce qu'il y a un fleuve là-bas qu'on appelle le Congo, qui traverse le Congo, Kinshasa, qui traverse le Congo-Brazzaville. Et les deux s'appellent Congo-Congo. Mais pour les différencier, on appelait le Zaïre, ou la RDC aujourd'hui, le Congo belge. Parce que après la conférence de Berlin, on en a fait une propriété privée du roi des Belges. Et Patrice Lumumba et autres, ils ont gardé le Congo. Mais après que Mobutu soit arrivé au pouvoir, il a fait une révolution. Il a changé pour que ça devienne le Zaïre, avec comme signe le léopard. Donc lui-même, il portait les accoutrements. Et après son passage, on a vu que il faut retourner au Congo. Et pour différencier avec le Congo-Brazzaville, ils ont ajouté République démocratique du Congo. Je pense que c'est toujours soit des hydronymes, le nom d'un cours d'eau, des toponymes, le nom des lieux, ou des ethnonymes, le nom d'une ethnie ou quelque chose comme ça, qu'on prend toujours pour désigner le territoire conquis. Un État peut-il construire une identité nationale forte autour d'un nom qui ne vient pas de toutes ses composantes culturelles? Ouais, ça va être un exercice, quel qu'en soit le cas, construire une identité nationale, c'est un exercice difficile. Même pour les États qui ont des noms qui ne viennent pas d'une localité ponctuelle. D'accord? Le Sénégal. Le Sénégal, c'est le fleuve Sénégal. Le Niger, c'est le fleuve Niger. Le Nigeria, c'est le fleuve Niger. Même au Mali, il y a le fleuve Niger. Bon, est-ce qu'on va dire que ces pays qui ont des noms qui ne viennent pas d'une localité donnée ont un degré de nationalisme, ils sont des États-nations à un niveau beaucoup plus élevé que le nôtre? À vous d'en juger. Hein? C'est des sujets à mon niveau, à mon sens, à débat, à chacun de se prononcer. Mais en tout état de cause, construire une identité nationale pour les pays africains, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà devant une difficulté originelle. Si vous lisez un peu l'histoire de l'Europe, les Européens étaient des nationaux. Ils avaient des nations avant de créer les États. C'est-à-dire qu'au cours de la domination des grands empires romains et de la Grèce antique, l'empire dominait un espace aussi vaste, mais à l'intérieur de ce vaste empire, il y avait des micro-nations. Les Anglais, là, ils habitaient un territoire qu'on appelle le territoire anglo-saxon. Les Français étaient au niveau de la Gaule. D'accord? C'est ce qu'on appelle les Gaulois. Les Belges, ils étaient en Flandre, qu'on appelle les Flamands. Il y en a qui sont des Wallons. Mais tous dominés par un grand empire. Maintenant, l'empire a été saccagé par les barbares. La chute du royaume d'Occident. Et quand le royaume a chuté, les États sont construits autour de ces nations. Mais ici, ce sont les concurrents, les colonisateurs qui sont venus tracer les frontières et ont obligé les populations à être dans un tracé donné et à vivre ensemble. Mes frères qui sont à Dapaon, que nous appelons, vous excusez, Wawa. Quand les Wawa vont m'écouter, ils vont dire, lui là, c'est notre Wawa ça. Donc, les Moba, est-ce qu'ils étaient obligés de vivre avec les Gains ou les Minans qui sont en Europe? Est-ce que les Pélé, voilà, ou les Dany sont obligés de vivre avec les Wachi? Mais le colonisateur vient tracer une frontière et vous dit, vous êtes ensemble, vous devez faire avec. C'est le fait accompli devant lequel nous nous trouvons et c'est difficile pour les États africains
de créer des nations dont l'État précède, alors que les Occidentaux ont créé d'abord des nations avant la création des États. Donc que ce soit un pays dont le nom provient d'une localité ou un pays dont le nom provient de tout l'ensemble du territoire, créer une identité nationale, c'est un plébiscite de tous les jours, c'est un travail difficile. Et je pense que chaque État en est conscient et chacun va à son rythme par rapport à ses moyens et à ses politiques. Avec le temps, un nom attribué dans un contexte colonial peut-il être totalement réapproprié par les citoyens? Oui, un nom attribué par le colonisateur peut être réapproprié. Parce que quoi qu'on dise, c'est devenu une partie de nous. La colonisation fait partie de nous maintenant. Sans la colonisation, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Nous devions être d'autres types ou d'autres catégories de personnes. Donc, qu'on le veuille ou non, la colonisation a laissé en nous une tâche indélébile. Maintenant, je pense que l'exercice qui reste pour nous à faire, ce n'est pas tant d'écrire la colonisation, mais quelles sont les stratégies qu'il faut développer pour être résilient. C'est là que moi je vois le débat. Parce que la colonisation a des méfaits, mais c'est à cause de la colonisation que tout le monde est en train de s'échanger. Sinon, je ne comprends pas ta langue, tu ne comprends pas ma langue. Les Aïwa ont voulu imposer le Lingala. Mais finalement, ça n'a pas marché. Au Togo, en temps, quand nous étions élèves, on a fait le cabier et le V. Donc, mais c'est ça des limites. Parce que quand tu quittes le cadre du Togo, tu ne peux pas parler cabier ou EV. En dehors du Togo, les Aïrois ont 1000 fois vanté le Lingala. Je me rappelle, il y a un joueur qu'on appelle Trésor Poutou. Même simple interview, il ne pouvait pas parler français. Son aventure en Europe aussi n'a pas du tout marché, alors qu'il était très talentueux. Donc c'est un peu ça. Surtout avec la mondialisation, on est obligé, pour être dans le bain, d'apprendre la langue qui domine. Aujourd'hui, si c'est le français seulement que tu parles, tu es limité. Il y a plein d'opportunités qui sont du côté anglais que du côté français. Les articles scientifiques des Français sont publiés en anglais pour être bien visibles, pour avoir plus de visibilité. Donc, voilà autant de questions, autant de préoccupations auxquelles nous devons, en Afrique, trouver des solutions. Parce que nous devons aussi avoir notre part sous le soleil. Le nom d'un pays influence-t-il consciemment ou non la manière dont ses habitants se perçoivent? C'est ambivalent parce que, en principe, chez nous on dit que quand tu as un enfant, il faut lui choisir un bon nom parce que le nom suit l'enfant. Donc, si je vais me baser sur ça, je peux dire que le nom aussi influence. De quelle manière? Est-ce que nous avons un mauvais nom et que c'est ce mauvais sort qui nous suit? Sans doute. C'est vrai que j'ai eu à lire ça et là certaines critiques, notamment de notre grand frère artiste King Vincent, qui disait que Togo, ça veut dire Togo. C'est pourquoi les gens quittent le Togo. Mais je ne pense pas que c'est des raisonnements scientifiques. En tout cas, c'est mon avis. Avant de clore cette discussion, une chose mérite d'être rappelée. Les frontières peuvent être tracées par des puissances étrangères. Les noms peuvent être officialisés par des administrations coloniales. In fine, ce sont les peuples qui donnent un sens à leur histoire. Le mot Togo a peut-être été inscrit dans les archives de 1984, mais son véritable sens continue de s'écrire chaque jour par les Togolais eux-mêmes. Et c'est peut-être cela, au fond, la plus grande réappropriation de l'histoire. Merci, Dr Oman. Je vous en prie, cher ami.